Vous êtes l'une des principales figures aujourd'hui d'une nouvelle génération à gauche qui se réclame d'une sensibilité peut-être plus conservatrice. Et Laurent Bouvet, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, professeur de sciences politiques à l'Université de Versailles, vous avez publié en pleine campagne présidentielle un livre dont on a beaucoup parlé, Le sens du peuple, chez Gallimard. Vous êtes l'une des principales figures aujourd'hui d'une nouvelle génération à gauche qui se réclame d'une sensibilité peut-être plus conservatrice, autant sur les questions de valeurs, de sécurité que d'immigration peut-être, nous en reparlerons. Une mouvance qui a pu s'appeler elle-même à un moment donné, d'ailleurs je ne sais pas où vous en êtes à cet égard, la gauche populaire, et qui s'est fixée pour défi de réconcilier en quelque sorte le Parti socialiste avec le peuple, ses aspirations et ses valeurs. Donc à vous lire, à vous entendre, Laurent Bouvet, depuis quelques années, la gauche aurait opéré en quelque sorte un changement de prolétariat. Je crois que vous empruntez d'ailleurs cette formule à Jacques Julliard, tournant le dos aux ouvriers, aux classes moyennes, à toutes ces classes moyennes périurbaines, longtemps invisibles qu'un géographe, en l'occurrence, Christophe Guilluy, avait analysé dans Fracture française, publié à peu près dans les mêmes années que votre livre. Donc la gauche, ayant tourné le dos à ces catégories-là, se serait recentrée sur un nouveau peuple. Les minorités, les exclus, les jeunes, les banlieues défavorisées. Je vous pose donc d'emblée la question qui fâche. Est-ce qu'il n'est pas tout de même un peu délicat, est-ce qu'il n'est pas possiblement même un peu dangereux d'opérer ce genre de scission au sein du peuple ? Parce qu'après tout, ce peuple-là, les minorités, les jeunes, les exclus, sont aussi le peuple. Et oui, bien sûr. Tel que vous l'avez présenté, ce serait effectivement plus que délicat. Ce serait même un crime à la fois contre la réalité et contre ce que peut être la gauche. Donc, c'était pas le propos de mon livre. Ce n'était pas le propos de donc ce que vous avez mentionné au passage, sur lequel peut-être je vais repartir de là, la gauche populaire. En fait, la gauche populaire, c'est l'appellation d'une initiative à la fois de certains élus politiques, tous à peu près de la même génération, on a tous à peu près une quarantaine d'années, et de certains intellectuels, en réaction à la publication en mai 2011 du rapport de la Fondation Terra Nova sur la stratégie électorale que devait appliquer le Parti socialiste pour les élections de 2012. Donc, Terra Nova, un think tank proche du PS. Voilà, Terra Nova est un think tank qui a été créé au lendemain de l'élection de 2007 par Olivier Ferrand, qui est décédé depuis, qui est décédé en 2012, juste après avoir été élu député, et qui avait une vocation, disons, à ressembler à ce qui s'était fait, notamment aux États-Unis ou en Angleterre, au moment de la période de la Troisième Voie, et d'être une fondation progressiste. Voilà. Donc, je signale d'ailleurs, par rapport à ce que vous avez dit sur conservateur, que pour moi, progressiste et conservateur, ce sont des termes un peu difficiles à manier en politique, et ce dont je me garde le plus souvent. Donc cette gauche populaire, en fait, elle s'est faite dans la publication d'un certain nombre de textes, dans un petit manifeste pour une gauche populaire, c'est là d'où vient le nom finalement, en réaction à cette note de la Fondation Terra Nova. Et ça répond à votre question, puisque dans la note de la Fondation Terra Nova, la stratégie qui était proposée par Terra Nova, mais qui était en fait une synthèse et c'est ça que j'ai raconté dans mon livre finalement, de ce qui s'est passé depuis 30 ans au sein de la gauche française. Il y a des similitudes avec d'autres gauches dans d'autres pays, mais je me suis concentré sur la gauche française, et en particulier au Parti socialiste, qui est le parti que je connais le mieux, que j'ai le plus étudié. C'est-à-dire qu'on a substitué ce qui était le peuple. Alors le peuple, on reviendra peut-être avec Alain Badiou aussi plus tard sur qu'est-ce que c'est que le peuple. En fait, ça n'existe pas, le peuple en tant que tel. Il y a des figures du peuple, il y a des représentations, il y a des formes, il y a des... Bon. Mais en tout cas, ce qui était le peuple au sens du
du peuple du 10 mai 80, le peuple de gauche, comme disait Pierre Mauroy, qui était dans la rue, en partie, quelques dizaines de milliers de personnes peut-être, fêtant la victoire de François Mitterrand en 81, et qui est la dernière apparition finalement de ce qui a été pendant des décennies, si ce n'est depuis la Révolution française, ou du moins le 19e siècle, l'idée que se faisait la gauche de ce qu'elle représentait en politique, c'est-à-dire l'intérêt du peuple dans deux sens, en fait, à la fois le peuple d'en bas, le petit peuple, ceux qui n'ont rien, ceux pour lesquels on doit se battre en priorité, et puis dans une version plus large, plus républicaine, qui était dont la synthèse s'est faite à certains moments, avec justement cette conception par le bas, si on veut, du peuple tout entier, du peuple comme ensemble, comme communauté des citoyens, du peuple républicain, si l'on veut. Alain Badiou, j'imagine que votre sens du peuple est un peu différent. Oui, le système général de mes repérages est très éloigné naturellement de cela, mais c'est pour ça que je voudrais commencer par des questions tout à fait restreintes et limitées, parce que une des qualités de votre livre, que j'ai lu avec un grand intérêt, c'est son effort de méthodologie précise. C'est-à-dire, c'est pas du bavardage idéologique, c'est pas voilà. Je vous en donne absolument acte. C'est une tentative qui cherche au fond à combiner certaines déterminations historiques avec quand même une tentative de rendre raison aussi des subjectivités qui sont en jeu dans cette affaire, et non pas seulement de la collection, comme vous venez de le rappeler, de la collection des déterminants électoraux. Mais par exemple, je vous pose une question tout à fait particulière. Vous dites le dernier sursaut en même temps illusoire de la représentation ancienne de la gauche au début des années 80 a été les gens qui sont descendus dans la rue en criant « on a gagné ». J'avais vécu ce moment comme effrayant. Effrayant parce que... Non, mais parce que je savais, outre le fait que je n'étais pas du tout pour Mitterrand ni pour l'Union de la gauche, mais je savais, alors là, vraiment que c'était une illusion. Ils allaient voir s'ils avaient gagné. Mais au fond, pourquoi ne diriez-vous pas que c'était plutôt les grandes démonstrations de 95 qui ont mobilisé infiniment plus de monde que les défilés de 81, et qui ont quand même rassemblé, notamment dans des villes de province, y compris moyennes, des défilés comme on en avait peut-être jamais vu. Il y a eu des villes comme Roanne où on a estimé que peut-être 40% de la population totale de la ville était dans la rue. Alors voilà, ce serait ma première question. Vous voyez, elle est tout à fait technique, si je puis dire. Oui, très bien. Et c'est une question tout à fait pertinente. Alors, je laisse de côté, on sera d'accord, et je pense qu'on sera nombreux, et peut-être de plus en plus nombreux à être d'accord sur 1980. Disons que ce qui va se passer en 83-84 est sans doute déjà largement joué. En 81, l'adieu à la classe ouvrière, titre d'un célèbre livre, avait déjà été fait. Bon, on est dans une logique qui est déjà enclenché. Sur 95, vous avez raison, j'en parle très brièvement dans mon livre. Simplement, 95, c'est difficile à interpréter. C'est bien sûr un mouvement très massif, hein, vous avez raison, il y a une vraie... et puis long, hein, sur pratiquement 2 mois. Il y a une mobilisation profonde qui se déroule dans tout le pays. C'est un mouvement difficile à interpréter parce que il peut être aussi interprété comme un mouvement qui est un mouvement de préservation d'acquis, sans qu'on en juge le bien fondé ou non, ce qui peut paraître un mouvement de défense, notamment d'une partie de la fonction publique et plus largement du secteur public, face à des attaques qui étaient ressenties de la part d'un gouvernement, je le rappelle à l'époque, de droite. Et il y a un deuxième élément qui me paraît très particulier à 1995, c'est la violence du retournement opéré par, disons, le projet chiracien. Chirac se fait élire quand même en 1995 au printemps, rappelons-nous à l'époque, contre Balladur. Sur le thème de la fracture. Contre Balladur, donc la droite plutôt conservatrice. Sur un thème populaire, voilà, justement. Et contre la gauche, notamment la candidature de Jospin. Enfin bon, il est élu, en partie certainement avec des voix de gauche,
dès le premier tour déjà, et il est élu donc sur ce projet de lutter contre la fracture sociale, un projet qui sonnait à l'oreille d'un certain nombre de gens de gauche comme quelque chose de possible. En quelques mois, Chirac se retourne complètement. Son Premier ministre Alain Juppé lance deux réformes ensemble qui vont, à mon sens, coaguler très fortement l'opposition à ces deux réformes. Il en aurait fait une et pas l'autre, ça aurait peut-être été différent, on n'aurait fait pas l'histoire, mais à la fois donc la réforme du statut d'un certain nombre en particulier des agents de la SNCF, donc en particulier donc de ce qu'on appelle les régimes spéciaux pour les retraites, et puis la réforme plus générale des questions, disons, des questions sociales, une réforme sociale plus générale sur la sécurité sociale, etc. Et donc ça a provoqué, il me semble, un mouvement qui renvoie à des mouvements généraux de protestation, mais qu'on ne peut, me semble-t-il, qu'on peut difficilement, sans doute en partie, je vous donne raison en partie, mais ça me paraît plus compliqué que ce que vous dites, qu'on peut difficilement inscrire dans une perspective de la présence de la gauche massivement comme une forme de jeu à nouveau, même si c'est sous la forme de la geste, plutôt que de la réalité d'une mobilisation qui espérait aller au bout, dans laquelle on peut inscrire donc les grandes mobilisations, bien sûr, les grandes révolutions du 19e siècle, et encore, si on prend le 20e siècle, le 36, 45, 68, et pas tellement pour les quelques dizaines de milliers qui étaient dans la rue le soir du 10 mai, mais l'espoir de 81. Oui, je vous posais la question avec des arrière-pensées, naturellement, parce que une chose frappante, c'est que, bien entendu, le point de départ est tout à fait ce que vous dites. Il est tout à fait défensif, précis. Les noyaux durs se constituent dans la SNCF, d'ailleurs. Les gares vont être quand même le quartier général des choses, etc. Mais assez vite, le mot d'ordre inventé, c'est ensemble. C'est vraiment le mot d'ordre inventé de ces manifestations, et il me semble que, compte tenu de votre livre, c'est un mot d'ordre qui peut attirer l'attention tout de même, parce que il est précisément la désignation de quelque chose comme une unité à recréer ou à créer, qui est l'unité d'un mouvement, mais d'un mouvement extrêmement vaste, qui a débordé de beaucoup les frontières de la fonction publique SNCF. C'est le premier point. Et deuxièmement, ça a quand même préparé le terrain au retour au pouvoir de la gauche, à la fin des fins. C'est-à-dire ça a affaibli suffisamment, avec la malheureuse tentative de dissolution de Juppé, ça a suffisamment quand même affaibli la droite pour que la gauche revienne au pouvoir dans les conditions de la gauche plurielle, etc. Alors tout ceci, c'était pour introduire à la question que je voulais vous poser. En définitive, ce qui me paraît mystérieux dans votre livre, c'est pas tant la question du peuple, dont je vois bien les éléments analytiques et historiques qui contribuent à votre démarche. Je vois bien en effet comment les repérages centraux de ce qui pouvait constituer le peuple de gauche ont été abandonnés, déplacés, transformés, et que d'autres catégories ont été invoquées, mobilisées, tout ça. C'est une description qui me paraît tout à fait cohérente. Mais ce qui me paraît mystérieux, pour te dire, c'est la gauche. Voilà, c'est le concept que je trouve vraiment obscur dans votre livre. C'est-à-dire, au fond, vous pourriez écrire un livre assez semblable dont la conclusion serait qu'en réalité, la catégorie de gauche est en un certain sens en train de mourir, ou peut-être même déjà morte. Et vous ne le faites pas quand même. Vous présentez quand même votre ouvrage comme un ouvrage de tentative de sauvetage, que vous présentez plusieurs fois comme un peu ultime, quand même, c'est un peu le dernier moment. Enfin, il y a un côté Halali, comme ça, quand même, qui résonne dans vos pages. Alors voilà, ma question, c'est la suivante. Finalement, je la pose de façon assez brutale. À travers tout ça, quel est cet invariant qu'est la gauche? Puisque les référents populaires se modifient, les références ne sont pas les mêmes, le rapport au pouvoir n'est pas le même, les coalitions des partis ne sont plus non plus les mêmes, le centre de gravité, même en termes institutionnels et politiques, n'est plus le même, etc. Et alors, qu'est-ce
qu'est-ce qui, dans tout ça, à travers tout ça, demeure identique, en fait? J'ajoute à la question d'Alain Badiou, que vous reconnaissez d'ailleurs pleinement dans le sens du peuple, que le PS n'a jamais finalement été un parti de masse, qu'il a servi en quelque sorte de réceptacle au vote ouvrier à la faveur de l'effondrement du PC, de l'effondrement du bloc soviétique dans son ensemble. Et dans une mesure très limitée, finalement. Et dans une période précise, quand la Ve République permet une sorte de vote utile ou de vote de second tour. Donc là, on vote pour le candidat de gauche. Et juste pour préciser par rapport à votre question, à la fois François Mitterrand en 80 et en 88 et François Hollande en 2012 obtient au second tour la majorité de ce qu'on appelle par réduction, c'est un peu réducteur, mais des catégories, des CSP, des catégories socio-professionnelles, employés et ouvriers, qui figurent, disons, généralement ce qu'on appelle les catégories populaires. Bon, il faudrait ajouter les jeunes issus de ces catégories, les retraités issus de ces catégories, une partie de la classe moyenne. Certains employés ne sont pas des catégories populaires, certains ouvriers non plus. On pourrait détailler, mais grosso modo, c'est une réduction, disons, qui permet de voir ça. Or, on ne peut pas devenir président de la République si on ne mobilise pas au second tour de l'élection présidentielle dans la Ve République ces deux catégories, qui représentent plus de la moitié de la population active. Et avec les jeunes et les retraités de ces catégories, on a quand même la grande majorité de l'électorat. La grande majorité de l'électorat est un électorat qu'on peut qualifier sans problème de populaire. Et donc, si on n'a pas une majorité de cet électorat, il est impossible de gagner l'élection présidentielle. Les deux présidents de gauche élus, dans les 3 élections présidentielles où ils ont été élus, 80, 88, 2012, ont eu cette majorité. Mais, et ça répond à votre question, et je glisse sur celle vraiment, évidemment, une question lourde que je me pose tout le temps, pas uniquement à l'occasion de ce livre, vous vous doutez bien, sur la gauche, le Parti socialiste, c'est le parti gagnant dans la Ve République. C'est-à-dire il a gagné parce qu'il a accepté, c'est l'œuvre de Mitterrand, si l'on peut dire, et son héritage, parce qu'il a accepté le jeu de la Ve République, de jouer pleinement le jeu de la Ve République. Ce que les autres partis de gauche ont toujours eu énormément de mal à faire. Le Parti communiste, bien sûr. Le jeu de la Ve République. Le jeu de la Ve République, pardon. C'est le jeu présidentiel. C'est-à-dire d'accepter, par exemple, qu'on soit candidat à l'élection, non pas d'un parti, même si on est soutenu par un parti, mais par exemple qu'on présente son programme, qui n'est pas exactement le programme du parti. On en a juste vu un exemple très récemment, pour bien illustrer cette question, dans la fameuse question de la PMA, la procréation médicale assistée. Le Parti socialiste avait inscrit la PMA dans son programme. C'était une des réformes à faire. Le candidat Hollande, qui avait, pendant sa campagne, vu différents groupes, notamment des groupes des associations homosexuelles, avait dit « mais je suis pour la PMA », mais dans son programme de candidat, ces 60 propositions, il n'avait pas inscrit la PMA. Il avait inscrit le mariage et l'adoption. Et on a vu récemment... c'est tout petit, c'est micro, mais on voit bien le décalage. C'est-à-dire qu'en acceptant et en jouant pleinement avec Mitterrand les 110 propositions, Hollande les 60 propositions, etc., en jouant pleinement ce jeu avec un homme qui se présente devant un pays, c'est-à-dire le jeu de la cinquième, ce jeu de l'incarnation finalement, le PS a réussi à s'imposer comme le parti hégémonique à gauche, au détriment de ses partenaires, et je dirais au-delà, mais ce n'est pas notre sujet du jour, dans un jeu complexe par rapport à ses partenaires, on le voit aujourd'hui avec Europe Écologie Les Verts, mais c'est une autre question. Alors, ça pose quand même cette question de qu'est-ce que c'est que la gauche. Alors, il y a deux manières finalement, enfin pour moi, d'y répondre, de manière très simple, je dirais, parce que, bon... on peut en faire une question de topographie, c'est-à-dire, la gauche... Pendant la monarchie de Juillet, la gauche, ce sont les libéraux, l'opposition aux ultras, bon, d'accord. Et la gauche évolue, il y avait la fameuse loi du sinistrisme dans la science politique classique, c'est-à-dire qu'il y avait toujours quelque chose qui apparaissait plus à gauche et qui repoussait finalement les plus sinistres. Voilà, et puis avec évidemment ce mot absolument terrible qui ont repoussé toujours vers la droite, donc ça a été le cas des radicaux, bon, puis c'est le cas des socialistes tendanciellement, évidemment, qui sont repoussés vers le centre, sinon déjà à la droite de l'échiquier. Bon. Cet aspect topographique est très intéressant, mais enfin, il n'explique pas grand-chose, et c'est pas évidemment ce que je privilégie. Il y a la deuxième manière de faire, qui est celle que j'essaye de mettre
à l'œuvre dans mon livre. Je ne suis pas le seul à le faire, mais enfin, c'est toujours compliqué, hein, vous avez raison, hein, c'est toujours très difficile. D'ailleurs, certains auteurs, je pense à quelqu'un comme Jean-Claude Michéa, refusent, et avec des arguments extrêmement valables, de parler de gauche. Parce que ça n'a pas de sens. Effectivement, d'une certaine manière, ça n'a pas de sens. Hein, parce qu'on en reste à quelque chose qui est toujours indéterminé. Mais moi, je dirais que je m'inscris bien volontiers, enfin volontairement plus exactement, dans cette indétermination, parce que c'est tout de même, au final, et ça c'est quelque chose qui peut être plus... au final, il y a quand même une différence. Il y a quand même finalement une différence entre un homme de gauche et un homme de droite dans la réaction à un certain nombre de situations d'injustice. Il y a une différence dans la question du rapport de domination. Il y a une différence dans la conception même que l'on peut avoir de ce que c'est, et ça renvoie à votre question tout à l'heure, de ce qu'est être ensemble, vous disiez, le slogan de 95, que moi j'appelle le commun. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est commun? Or, il me semble, parce que c'est très profond, je dirais presque que c'est architectonique, c'est très profond historiquement, qu'il y a quelque chose de commun, y compris dans la conception de la République, si on se tient à la France. Il y a une différence fondamentale entre ce qui est commun pour allez, je dis des gens de gauche et des gens de droite. Quelque chose qui, même si certains peuvent passer de l'un à l'autre, et ces cas sont intéressants en soi, mais de manière générale, il y a quelque chose comme une forme de bloc culturel qui détermine ce qu'est d'être de gauche ou de droite. Alors, aujourd'hui, et ça c'est évidemment la grande question, le monde dans lequel nous vivons, la mondialisation, le triomphe du capitalisme néolibéral, financiarisé, cette espèce d'ouverture, etc., rend plus difficile de savoir où l'on est et où l'on en est à chacun. Ça devient extrêmement compliqué. Les représentations sont difficiles. Et alors, pour prendre un exemple que vous avez présenté tout à l'heure dans votre présentation générale, ce que j'ai traité dans la dernière partie de mon livre, c'est la question, évidemment, du rapport au populisme. Parce que ça illustre bien cette complexité de se situer, de continuer d'être de gauche dans un monde où, finalement, l'hypothèse Badiou apparaît peut-être à un moment donné comme la seule possible pour véritablement un jour continuer de l'être. C'est-à-dire que si on ne rompt pas, alors je crois que vous n'aimez pas beaucoup le mot radicalité, mais si on ne rompt pas radicalement, hein, bon, je crois si je vous ai bien lu, mais avec le système capitaliste, etc., on ne peut pas envisager véritablement de retrouver le sens, pas du peuple, mais le sens général de où l'on est, pourquoi est-ce que l'on se bat, Bon, il me semble que, moi, on peut continuer de le faire dans cette indétermination, et par exemple, à cette question du populisme, ne pas laisser le sens d'un commun possible, même si c'est un commun totalement illusoire, même si c'est quelque chose de profondément pervers, même je dirais, à l'extrême droite, aux nationalistes, à ceux qui veulent faire du commun à partir de l'identité, qui est évidemment une construction, mais qui est une construction par une forme d'enracinement des 1000 ans chrétiens de la France, par les Français, cette horrible expression des Français de souche, que je ne comprends pas, et je ne comprends pas qu'on l'accepte même certains à gauche, qui en parlent pour se détacher de cela, mais qu'il y ait là dans qu'est-ce qui peut être commun et qu'est-ce que peut être la gauche par cette entreprise du commun, de ce que j'appelle le commun. C'est précisément l'idée qu'à partir de la raison, à partir de la possibilité de faire confiance, de s'adresser à la raison de chacun, même les gens les moins éduqués, même les gens qui ont le plus de difficultés, qui sont dans la fin du mois, qui commence le 10 du mois, etc., etc., il y a un moyen de toucher leur raison en leur disant, voilà, il y a plus de choses qui nous unissent que ce qui nous sépare. Et par rapport à l'immigration, par rapport à ces questions, avoir laissé
à des gens aussi peu recommandables. Alors, je l'ai mis sous cette forme peut-être un peu lyrique dans mon livre, parce qu'il faut aussi dire les choses de manière frappante des fois, et je le revendique pleinement, mais avoir laissé le drapeau national, le drapeau bleu, blanc, rouge, avoir laissé le beau mot de nation, qui a ses ambiguïtés, c'est aussi le nationalisme, mais pas uniquement la nation, avoir laissé l'idée d'une forme d'un commun possible, parce que la France sait cette histoire, c'est ce commun possible encore aujourd'hui, dans les mains de gens aussi peu recommandables que les Le Pen, que les gens du Front National, et d'autres maintenant ici ou là, c'est une erreur fondamentale de la gauche. Et cette erreur, elle a été commise par l'illusion dont on a parlé tout à l'heure, elle a été aussi commise par facilité, par démission de la pensée, de l'exigence d'une certaine pensée. Et on y reviendra sur l'immigration, mais il y a quelques exemples. Je passe la parole à Alain Badiou, mais on pourrait tout de même vous reprocher, Laurent Bouvet, de parler d'une gauche qui est la gauche Jack Langdienne des années 80, qui est la gauche plurielle des années Jospin, et qui, d'une certaine façon, a déjà fait son aggiornamento. Parce que, aussi bien sur les questions de sécurité que de multiculturalisme, la gauche dont vous parlez n'est plus vraiment incarnée. Je parle au niveau du gouvernement socialiste actuel, en tout cas. Et preuve par l'existence d'un personnage comme Manuel Valls, qui d'ailleurs qui est actuellement ministre de l'Intérieur, mais promis peut-être un destin encore plus porteur dans ce pays. Donc l'existence même et l'importance qu'une figure comme Manuel Valls a pu prendre dans le paysage de la gauche, est-ce que ça ne... On pourrait dire que c'est aussi une réaction à cette évolution depuis les années 80. Le fait que... Alors, vous prenez l'exemple de Manuel Valls, il y en a d'autres, à la fois sur des questions de sécurité au sens classique du terme, questions de sécurité sécuritaire, si je puis dire, ou questions plus générales sur ce qu'on appelait tout à l'heure les valeurs. Juste une parenthèse, il est apparu à certains moments depuis l'élection comme le personnage le plus populaire dans l'électorat de gauche. C'est quand même un signe d'une évolution très importante. Alors c'est un signe d'une évolution, c'est un signe certainement, enfin moi je le vois comme ça, je l'analyse comme ça, ce sont des hypothèses, hein. Pour l'instant c'est pas vérifié, il ne s'est pas présenté à une élection présidentielle, il s'est présenté à des primaires. Rappelez-vous, il avait fait un tout petit score. Hein, il était le dernier des primaires à l'élection. Enfin, il y avait Jean-Michel Bailey, mais enfin, il était vraiment un tout petit score. Donc, ce sont des hypothèses. Mais simplement, mon hypothèse est que c'est une réaction à l'intérieur de la gauche, parmi justement ces gens qui se pensent, qui se disent spontanément de gauche, et qui ne peuvent ne pas être d'accord avec leur voisin qui lui aussi se dit spontanément de gauche. C'est pour ça que c'est difficile, je le concède, hein, volontiers. Mais dans cette indétermination-là, ceux qui se disent spontanément de gauche, certains se sont dit, on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas continuer à perdre auprès des catégories populaires, auprès d'un certain nombre de nos concitoyens qui doivent continuer à faire partie de ce commun, toute crédibilité, parce que non seulement sur le plan économique, nous ne menons pas une politique qui va dans le sens de leurs intérêts, parce que nous avons construit l'Europe de manière totalement, effectivement, comme le cheval de Troie, de la mondialisation libérale. Alors là-dessus, on sera 100% d'accord. Donc on ne peut pas continuer comme ça, parce que et puis on ne peut pas continuer non plus en leur disant que de toute façon leurs problèmes imaginaires ou réels. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec ça. Quand j'ai parlé de ce terme d'insécurité culturelle qui a fait un petit débat, pour moi, l'insécurité culturelle, ce n'est pas une question de réalité de l'insécurité ou de sentiment d'insécurité. Pour moi, ce débat est un faux débat. Sur la sécurité, sécuritaire, pareil. Les gens ne votent pas en fonction d'une réalité qui serait objective, chiffrée, faite de statistiques dont les chercheurs en sciences sociales auraient établi grâce à la méthodologie absolument incontestable. Ça, moi, je le dis souvent à mes collègues en sciences politiques, je leur dis, mais le problème, ce sont les représentations, aussi fausses soient-elles. Il y a tout un tas de gens qui votent Front National en fonction de représentations totalement fausses d'une réalité qui n'est d'ailleurs même, qui ne serait statistiquement, scientifiquement, si l'on peut dire, entre guillemets, pas la leur. Donc ce n'est pas la question. Quand on s'occupe de politique, on travaille aussi sur ces représentations, ces choses. Or, avoir laissé au Front National, en l'occurrence en France, dans la situation française, depuis 30 ans, l'avoir d'ailleurs en partie favorisé.
voire ce qu'en a fait évidemment Mitterrand et d'autres, pour déstabiliser la droite, etc., ce qui a plutôt réussi pendant... voilà. Mais avoir laissé au Front National le monopole d'un débat sur ces questions, avoir dit nous sommes légitimes de toute façon sur ces questions parce que nous sommes la gauche, justement, sans jamais avoir à s'expliquer, sans jamais avoir à le démontrer par des politiques concrètes, etc., voire en allant provoquer, en allant faire à rebours, justement, de ce qui est une discussion qui s'adresse à la raison, etc., eh bien, on en est arrivé à cette situation. Et je pense que la figure de Manuel Valls, comme d'autres, c'est une réaction à cela. Alors, est-ce que ça aura un impact? Est-ce que ça aura une réalité politique? Je ne suis pas sûr. Ça, c'est quelque chose qui est encore assez incertain. Avec Manuel Valls, dans le gouvernement, il y a aussi d'autres représentants. On a vu le conflit avec Christiane Taubira, on a vu les Verts, on a vu... voilà, il y a d'autres tendances, disons, d'autres courants dans cette gauche. Vous pensez, Alain Badiou, de cette présentation des faits? Est-ce que la gauche s'est réellement rendue coupable de ne pas avoir pris en main, pris en charge cette insécurité culturelle dont parle... Mon analyse de cette généalogie est vraiment tout à fait différente. Tout à fait différente. Moi, ce qui me frappe dans l'histoire de la gauche, dans son rapport alors à cette composante fondamentale de notre peuple, qui est la masse des ouvriers venus d'ailleurs, hein, qui ont été à un moment donné le noyau dur. Vous alliez dans les usines Renault à la fin des années 70, au début des années 80, la masse des ouvriers, c'était des Marocains, des Algériens et des Maliens. Donc la tâche fondamentale de la gauche, si gauche il doit y avoir, et s'il faut encore l'appeler comme ça, c'était bien évidemment de considérer, de mener une campagne incessante pour que soit imposée aux fractions du peuple réticentes et par une pédagogie incessante, que là se trouvait une des ressources fondamentales de la possibilité de l'existence d'une gauche populaire active, et non pas quelque chose comme un problème culturel, identitaire ou national. En réalité, ce n'est pas tellement que la gauche ait abandonné la question au Front National, c'est qu'elle l'a largement suivi. Elle l'a largement suivi. C'est très tôt qu'on a vu apparaître, sous le gouvernement Mitterrand, les premières lois restrictives. C'est très tôt qu'on a commencé à dire que, bien entendu, on ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde. Les premières lois restreignant le regroupement familial, qui est quand même un droit élémentaire, si on considère que des gens sont vos concitoyens, enfin des gens qui vivent avec vous, ont été prises par des gouvernements socialistes, etc. Et tout ça, pourquoi? Tout ça parce que le Parti socialiste, il faut le dire, il avait été aussi un grand parti colonial. Il avait été un grand parti dont la représentation des choses était très marquée par un rapport difficile aux étrangers, parce qu'ils étaient aussi des dominés. Le Parti communiste lui-même est loin d'être innocent de cette affaire. Loin d'être innocent. Moi, j'ai assisté à des scènes absolument extraordinaires, parce que j'étais quand même un militant sur les usines pendant un certain temps. Et je me souviens quand il y a eu le déclenchement de la grande grève des usines Chausson, qui a duré 2 mois, etc., qui était entièrement le fait d'un soulèvement spontané des ouvriers marocains. On voyait les types du Parti communiste et de la CGT monter à la tribune, disant « Comme nous sommes heureux que nos amis étrangers nous aient aujourd'hui ralliés », alors que c'était eux qui couraient derrière. Et tous ces épisodes ont eu un impact considérable. Ils ont empêché, je crois, et là c'est vraiment un tournant des années 70-80, parce que c'est à ce moment-là que la grande vague de l'immigration ouvrière s'est constituée. Le tournant des années 70-80, ça a été l'incapacité absolue de la gauche traditionnelle, parlementaire, électorale, de se constituer dans un rapport réel au peuple qui était en train d'exister sous ses yeux, et au contraire de le tenir en suspicion, à distance, de partager quantité de préjugés. Or, dans votre livre, par exemple, vous traitez de la question du multiculturalisme. Mais il ne s'agit pas du tout de multiculturalisme. Moi aussi, j'ai toujours trouvé cette histoire de multiculturalisme comme une histoire de petits bourgeois idéologisés. Hein, pas très facile en France, d'ailleurs, à matérialiser. C'est une importation. C'était pas du tout ça. C'était la question de savoir quelle était la composition organique du peuple fondamental à un moment donné, dans les grandes villes et dans les grandes usines. Là, quelque chose a été raté, absolument. Quelque chose a été raté, qui relevait non pas de
de l'intégration au sens social et au sens des mœurs, mais tout simplement de l'intégration à la conviction politique à partir de laquelle la gauche aurait pu se reconstituer. Quand on la voit avoir de façon répétée et incessante capituler, y compris au sein de ses propres intérêts, sur une réforme aussi mesurée que l'accès au droit de vote de ces étrangers qui sont là depuis 10 ans ou 20 ans ou 25 ans aux simples élections municipales, chose dont avec une politique un peu suivie, elle aurait tiré les plus grands avantages, à mon avis, et qui aurait stabilisé largement son électorat. On se dit que là, quelque chose a été absolument manqué. Je crains que ce ne soit, là aussi, pour des raisons idéologiques et de convictions extrêmement profondes, difficiles à déraciner, mais qui, d'une certaine façon, dont il aurait été la tâche, en tout cas, des élites politiques de gauche, de se soucier et d'organiser là-dessus un discours public extrêmement ferme, érigeant contre la monopolisation de cela dans les termes du racisme ordinaire, finalement, ou du racisme culturel ordinaire, une barrière solide. Ça n'a pas été fait, et nous n'avons pas fini d'en payer le prix. Ça, je le crois. Je crois savoir que vous n'êtes pas favorable, pour votre part, au droit de vote des émigrés. Non, moi, aux élections locales, je suis contre. D'ailleurs, je vais le dire pourquoi, pour répondre. Mais je repars de votre point de départ pour arriver justement là, et à la situation actuelle. Est-ce que justement, le discours qui a été tenu dès le début des années 80, quand la gauche arrive au pouvoir, on le voit notamment dans la politique, c'est très très marqué par exemple dans la politique du ministère de la Culture. Il y a des circulaires très très tôt, dès la fin 1981, qui sont produites par le ministère, par Jacques Lang en l'occurrence. On va le voir plus tard dans d'autres politiques, dans des discours généraux. Justement, alors multiculturel, du moins de l'exaltation des différences, de l'exaltation de la différence culturelle comme d'une vérité, car précisément le vrai dominé serait celui qui serait issu de l'inconscient colonial, comme une forme de réparation par rapport à l'attitude qu'ont eue les différents partis de gauche pendant la guerre d'Algérie, à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure en particulier. Donc comme une sorte disons, de volonté de se racheter de manière discursive par rapport à ce passé. Mais est-ce que ça n'a pas justement été, et là je serais d'accord tout à fait avec vous, une forme de couverture par rapport à une culpabilité, une tentative de rachat qui, en plus, va très vite devenir totalement impossible compte tenu de la politique économique qui est menée. Parce que ce que vous dites, pour pouvoir intégrer, même si le mot, vous ne pouvez pas, mais utilisons-le, c'est le plus facile à comprendre pour nous tous, intégrer précisément ces vagues de l'immigration, de travail d'abord, puis ensuite de regroupement familial qui commence dans les années 70, qui va devenir, comme l'immigration légale de travail est arrêtée, en 74, donc c'est le regroupement familial, ce sont des formes de ce type qui vont continuer l'immigration en France, de pouvoir intégrer ces immigrants. Il aurait fallu une politique économique peut-être différente. Donc là, on est exactement sur ce que je décris dans mon livre, c'est-à-dire, en quelque sorte, la fermeture de la possibilité économique d'une autre politique possible, économique, etc., qui aurait permis de continuer d'offrir, disons, un espace de redistribution intégrateur qui permettent d'éviter, pour le dire simplement, d'avoir à choisir ses clientèles. Et que lorsqu'on est dans cette circonstance économique particulière des années 80, et vous avez cité la phrase de Rocard tout à l'heure, à partir de 88, quand Rocard devient Premier ministre, le deuxième septennat de François Mitterrand, on a un durcissement des politiques sociales sur des ciblages. C'est là où la politique de la ville devient une politique de ciblage par quartier. Alors on ne fait pas de vraie discrimination positive en France, ethnique ou raciale, comme aux États-Unis, on l'a fait par quartier, mais c'est un voile d'ignorance, tout déchiré ou transparent, on voit à travers. Donc cette politique-là, elle se cible. On cible des catégories, comme on dit de manière statistique, horriblement, ce terme est absolument horrible, c'est des populations interstitielles, c'est-à-dire des populations... Bon, donc on cible, on va faire des politiques de ciblage, et avec un discours sur la différence, c'est formidable, etc., et qui est en contradiction avec la réalité. Et moi, je place
la question du droit de vote des étrangers aux élections locales, dans cette perspective. C'est une question qui, dans les années 80, me paraissait déjà à l'époque, j'étais très jeune, mais j'étais déjà dans les mouvements de SOS Racisme après la marche des beurs, etc., même si on peut dire beaucoup de choses sur ce mouvement, sur sa manipulation. Mais, vous en avez donc fait partie. Je portais la petite main, bien sûr. Et à l'époque, et aujourd'hui encore, je pense que la question du droit de vote des étrangers aux élections locales était pleinement pertinente pour ces générations, qu'il y aurait eu là un outil d'intégration. En revanche, aujourd'hui, et d'ailleurs, ce n'est plus une question, ce n'est plus une demande. C'est très intéressant. Dans la génération actuelle, avec ces générations anciennes qui se sont intégrées, bon an, mal an, alors pour le meilleur, parfois pour le pire, quand on voit Farida Belgoul, qu'on a vu récemment dans ses œuvres avec cette histoire du genre. Mais aujourd'hui, cet outil n'est plus pertinent. C'est-à-dire qu'on a une question qui se pose avant tout, non pas simplement aux nouvelles populations arrivantes, et qui sont là depuis 5 ou 10 ans, etc., qui pour la plupart, peut-être certains le demandent, mais ce n'est pas du tout une demande. On a affaire surtout à une question, et c'est là où la question de l'intégration quand même se pose, qui n'est plus une question liée simplement à l'immigration récente, qui est la question du manque d'intégration ou de l'impossibilité de s'intégrer de populations qui sont françaises, qui sont des Français. La question, c'est que ce n'est pas une question de droit de vote, puisque le droit de vote, ils pourraient l'exercer, ils pourraient le demander, ils le font ou ils ne le font pas, ou ils s'abstiennent bon. Mais c'est donc une question qui, disons, sur ce droit de vote, ça me paraît être un outil totalement inadapté. Et je rajouterai juste un point pour ne pas être trop long, peut-être même plus dangereux. Pourquoi ? Parce que, à mon sens, séparer nationalité et citoyenneté, c'est ouvrir la porte au droit du sang dans notre droit de la nationalité. Si vous dites il y a la possibilité d'un statut secondaire de citoyenneté, limité aux élections locales, vous allez avoir, dans un premier temps, comme c'est le cas aujourd'hui, à droite, à l'extrême droite, oui, ça va favoriser le vote communautaire, etc. Bon, ça, ce sont des arguments circonstanciels. Le jour où la droite et l'extrême droite, et peut-être demain, malheureusement, ensemble, arrivent au pouvoir, que se passe-t-il ? Ils ne reviendront pas sur ce statut. Ils fermeront, comme ils le font, comme la droite le fait à chaque fois qu'elle est au pouvoir, elle durcira encore le code de la nationalité, car là, il y a une différence entre la droite et la gauche. La droite durcit toujours plus les conditions d'accès à la nationalité que la gauche. Et ils fermeront définitivement l'accès à la nationalité par le droit du sol, par les naturalisations, politique qu'a favorisé Manuel Valls énormément depuis qu'il est arrivé, qui est une grosse différence avec ce qui a été fait précédemment. C'est des choses aussi qu'il faut noter, parce que ça compte, les politiques publiques. Eh bien, ils fermeront le robinet de l'accès par le droit du sol, et ils garderont l'aspect droit du sang en disant, de toute façon, il y a 2 catégories de citoyens. Et je pense que la gauche ferait une erreur historique aujourd'hui, parce que l'outil n'est plus adapté à la demande et à la situation, et parce qu'il y a ce risque qui n'existait pas il y a 30 ans, de dissocier citoyenneté et nationalité. En ce cas-là, il me semble, parce que être la République, et c'est pas simplement un mot comme ça qu'on balance, c'est une réalité politique dans la pertinence d'un outil en conformité avec un principe. Je ne suis pas pour garder la citoyenneté et la nationalité parce que ça aurait toujours été comme ça, etc., etc. Moi, je le suis parce qu'il me semble que c'est un outil essentiel aujourd'hui et qui reste quelque chose qui permet de garantir, de faire encore un limes, si vous voulez, une frontière républicaine aux assauts contre ce qui constitue quand même l'idée civique de la nation que nous avons, que nous défendons, qui est l'idée du droit du sol. Oui, je voudrais reprendre les choses un peu plus en amont, peut-être. Je ne faisais intervenir la question du droit de vote que comme un symptôme. Hein. Le fait est que même à l'époque où c'était pertinent, la gauche ne l'a pas fait. Ne l'a pas fait, absolument. Donc, elle aurait dû. Je pense qu'à l'époque, elle aurait dû le faire. Elle aurait dû le faire au moment où c'était possible et que si on écoute vos objections, on dit que maintenant c'est impossible, et donc elle ne le fait pas, elle s'abrite derrière cette impossibilité. Moi, ce que je pense, c'est ceci. Je pense que, compte tenu de l'adversaire véritable, qui est en définitive le processus généralisé de mondialisation capitaliste, sous domination financière, etc., et de ses servants politiques variés,
au pouvoir, en général sous une forme ou sous une autre dans nos pays, il y aura de gauche, avec tous les guillemets que l'on veut, que si il y a une acceptation transitoire, pas forcément définitive, de ne pas jouer le jeu des places systémiques. Voilà. Parce que droite et gauche, au fond, il faut y revenir à leur signification initiale. Ce sont des désignations topologiques. Ce sont des désignations topologiques, c'est-à-dire, c'était initialement les places occupées sur les bancs des assemblées nationales, hein, sur la gauche ou sur la droite, mais ça a une signification métaphorique véritable, qui est que ça veut dire qu'on accepte de jouer le jeu des places constituées, en la circonstance, le jeu qui fait que dans le système de la représentation parlementaire, eh bien, grosso modo, il y a un parti majoritaire et un parti d'opposition, et qu'il y a une loi d'alternance. Ça, c'est le schéma général. Ce schéma, on voit bien, y compris quand on lit attentivement votre livre, qu'il provoque aujourd'hui des difficultés considérables. Il provoque des difficultés considérables parce qu'en réalité, la place de l'opposition est extrêmement contrainte. C'est-à-dire sa proximité avec la place de la majorité, je dis, quels que soient les régimes d'alternance, est une proximité qui, pour l'instant, ne permet pas, à mon avis, que soit constitué, dans ce cadre-là, un peuple qu'on pourrait dire, au sens le plus large, un peuple politique. C'est-à-dire un peuple portant, au niveau réel, une vision autre, différente, vraiment différente, de l'organisation sociale dans son ensemble. Et en vérité, je pense que la gauche n'a réellement existé en France, sous des formes d'ailleurs éventuellement critiquables aussi, mais elle n'a existé que quand elle endossait aussi cette partie, elle organisait aussi cette partie de l'opinion qui considère que pour des raisons considérables, elle n'est pas réellement intégrée à l'ordre systémique. Voilà. Et c'est de ça que Marine Le Pen est l'héritière aujourd'hui. C'est ça qui est le drame. Le Parti communiste a joué cette fonction qu'on a appelée à un moment donné la fonction tribunicienne. C'était son nom parlementaire. Le Parti communiste en a joué le rôle pendant longtemps. Avant lui, en réalité, ça remonte pas si loin que ça, le Parti socialiste déjà le jouait. Parce que le Parti socialiste n'a pas été au pouvoir avant le Front populaire, pratiquement. Donc, pendant des décennies, il a joué le rôle du parti qui est le porteur d'une conviction, d'une volonté de transformation, qui garde en son sein l'héritage même de l'aspiration révolutionnaire, de l'aspiration de rupture, avec laquelle il négocie plus ou moins bien selon les périodes. Mais l'absence totale aujourd'hui de quelque chose de cet ordre au sein de ce qui est appelé de la gauche la dénaturalise, à mon avis, radicalement. Elle fait que... Parce que la gauche, c'est aussi, fut-elle parlementaire, la capacité de pouvoir se réclamer, justement, de ceux qui considèrent qu'ils ne sont pas représentés dans le système. Au fond, la gauche, je la définirais ainsi, voilà, c'est la capacité à représenter ce qui n'est pas représenté, voilà, à être la représentation du non-représenté ou même de l'irreprésentable, si nous voyons radical. Une réponse peut-être assez brève, Laurent Bouvet, parce que l'émission touche à sa fin. Oui, donc très brièvement, je vous suis totalement sur ce point. La gauche ne peut pas être la gauche si elle n'est pas effectivement, si elle ne prend pas en charge ceux qui se disent de la gauche. Et alors, c'est peut-être la petite différence, je pense, en acceptant de gouverner. Alors, sous quelles conditions, dans quel système? Est-ce que c'est un système totalement ou non totalement acceptable, etc. Bien sûr, mais je pense effectivement que la gauche ne peut pas être la gauche si elle ne prend pas en charge cette question de ceux qui ne sont pas représentés. Et d'ailleurs, le fait de dire que ceux qui ne sont pas représentés, ceux qu'on doit justement, dont on doit être les porteurs, ce sont uniquement les marges, ce sont uniquement les minorités, ce sont des gens qui, par un critère d'identification, qui peut être assez variable d'ailleurs dans le temps, permet de dire que ce sont ceux-là qu'on doit représenter, c'est une manière d'oublier toute une partie de la population. C'est une manière de se couvrir, je dirais. Vous voyez, c'est un discours de couverture. Et pour moi, c'est ça le point essentiel. Mais sur ce que vous avez dit, je vous suis, c'est un élément absolument clé. Eh bien, j'aimerais citer mon ami Rancière pour conclure. Quand il parlait de la part des sans-parts, eh bien, c'est un peu de ça qu'il s'agit dans la politique.
Pour prolonger ce débat par des livres, je rappelle le titre du livre de Laurent Bouvet, Le sens du peuple, la gauche, la démocratie, le populisme chez Gallimard. Et puis un petit texte récent, puisque je crois que le recueil date de l'année dernière, d'Alain Badiou, dans un recueil publié aux éditions La Fabrique, Qu'est-ce qu'un peuple? Donc Alain Badiou, on retrouve aussi des textes de Bourdieu, de Judith Butler et de Rancière, qu'on vient de citer. On pourra mesurer dans ce texte la profondeur, malgré tout, de votre désaccord, en dépit de cet échange courtois, puisque vous allez même jusqu'à faire du vocable lui-même de peuple quelque chose d'un peu dangereux et qui ne vaut en définitive que quand il signifie le sujet d'un processus politique, d'une lutte en cours. C'est le marxiste qui parle, là. C'est le marxiste qui parle, mais je n'ai pas entendu, aujourd'hui, en tout cas, un désaccord fondamental, Laurent Bouvet, sur ce point, parce qu'il m'a semblé que même dans son livre, peuple est quelque chose qui est aujourd'hui, doit être cherché. Donc ça n'est pas quelque chose qui est préconstitué. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui la notion de peuple, via la catégorie de populisme, est versée du mauvais côté. Merci à tous les deux. Merci Laurent Bouvet. À très bientôt, Alain Badiou. Dans la prochaine édition de Contre-courant, nous recevrons le philosophe Michel Onfray.